Un ami courageux. Cooper se sent pleinement vivant dans le vaste monde et c'est très bien. Néanmoins, pour l'instant, il n'est encore qu'un élève de première année de collège. En fin de compte, le champ de ses interactions quotidiennes se limite à ses camarades de classe. Mais ce groupe de camarades constitue déjà bien en lui-même une société humaine. Au sein de cette société humaine, Cooper est particulièrement proche de deux individus. Le premier est Mizutani. Ils sont dans la même classe depuis le primaire et vont souvent jouer l'un chez l'autre depuis cette époque. Le second, c'est celui qu'on appelle Gatchin, Kitami de son vrai nom. Cooper et Gatchin sont toujours côte à côte en classe. Ils ne manquent donc pas d'occasion de se parler. Et pourtant, au début, Cooper ne l'aimait pas beaucoup ce Kitami. Mizutani était lancé, avec un beau visage, toujours calme et pondéré, voire réservé, un peu l'air d'une fille quelque part. Kitami, c'est tout l'inverse, de petite taille, comme Cooper, mais rablé comme un bulldog. Et puis Kitami et la pondération, ça fait deux. Il faut toujours qu'il donne son avis sur tout, et pas question de le faire revenir en arrière. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais non, c'est non. Quand il en est à sortir ce genre de phrase, vous ne lui ferez plus entendre raison. Or, vous pouvez dire ce que vous voulez était sa phrase préférée. Et il se braquait si souvent que tout naturellement, il était devenu Gatchin. Gatchin, c'est le bruit que fait une serrure qui se ferme à clé et c'est fini. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'entrerez plus. Pour Cooper, Kitami était tellement Gatchin qu'au début, il n'avait pas cru pouvoir s'en faire un ami. Puis il était apparu que Gatchin, entêté peut-être, n'en était pas moins un type assez épatant. Un jour, sur le chemin du retour de l'école, Cooper, Gatchin et quelques autres camarades discutaient d'électricité, de ce que c'est que le courant électrique pour de vrai. Pour Kitami, il était hors de question que quelque chose puisse couler comme un courant dans un corps solide et métallique comme les câbles électriques. L'électricité devait donc être une sorte de vibration qui se propageait comme le son. Cooper, lui, savait que les électrons, beaucoup plus petits que les atomes, circulaient dans le câble et que c'était ça le courant électrique. Il avait donc dit à Kitami que sa façon de penser était erronée. Et évidemment, Kitami n'avait rien voulu entendre. Non, tu as dû mal lire ou mal comprendre, parce que primo, il n'y a pas de place à l'intérieur du fil de cuivre pour passer, ce n'est pas possible ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, non, c'est non. Cooper lui avait donc ressorti tout ce qu'il avait appris dans les livres de physique et les magazines scientifiques qu'il avait lus sur la structure de la matière. Que toute matière est constituée d'atomes, si petits qu'on ne peut même pas les voir au microscope, que les atomes sont eux-mêmes constitués de particules encore plus petites, comme les électrons, et que, bref, même si dans la vie normale nous pensons que la matière est pleine et dénuée de vide, en réalité, elle est au contraire pleine de vide, même que c'est pour cela que les ondes, très très petites comme les rayons X, peuvent traverser des substances que la lumière ordinaire ne peut pas traverser. Mouais, Gatchin n'avait pas l'air convaincu. Alors Cooper s'était arrêté et avait sorti de sa besace le livre Une histoire de l'électricité, qu'il avait justement avec lui et avait montré à Kitami l'explication sur le courant électrique. Un livre écrit par un docteur en sciences quand même. Et Kitami s'était mis à lire en pleine rue le passage que Cooper venait de lui indiquer. Tout le monde était arrêté et attendait la réaction de Kitami, qui avait enfin levé la tête du livre et avait dit « D'accord, eh bien, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est quand même moi qui me gourais complètement. » Sa réplique avait provoqué un éclat de rire général. Cooper, comme les autres, avait tout de suite trouvé Gatchin beaucoup plus sympathique. Pourtant, cela avait pris encore quelque temps avant qu'ils deviennent vraiment copains. Il avait fallu pour cela l'affaire Aburahage, une histoire que Cooper n'est pas prêt d'oublier, elle non plus. Un jour, au moment d'entrer en classe, Ori était venu se coller entre Cooper et lui et avait dit à voix basse. « Tu sais, maintenant, Urakawa, on l'appelle Aburahage. »« Ah bon? Tiens, c'est nouveau ça, avait pensé Cooper. Et pourquoi? Avait-il demandé. Ori était connu pour être bavard. Un sourire vicieux aux lèvres, il s'était fait un plaisir de répondre à la question. Tous les jours, pour son repas de midi, Urakawa a de l'aburahage avec son riz. Et pas de l'aburahage cuisiné, non, cru. Depuis la rentrée, il n'a eu autre chose à manger que 4 fois en tout. D'ailleurs, dès que tu passes à côté de lui, il sent l'aburahage, pas vrai? Et comment tu sais ça, toi? Eh bien, reprit Ori à voix basse, en jetant un coup d'œil aux alentours. Tu le gardes pour toi, mais c'est Yamaguchi. Il est assis à côté de lui, alors tous les jours il l'observe discrètement. Et il me l'a raconté et aux autres copains de son groupe. Mais tu fais gaffe, hein, c'est encore confidentiel.
Ne va pas dire que c'est moi qui te l'ai dit surtout. Urakawa ne s'est encore aperçu de rien. Copper avait tout de suite trouvé cette histoire puante. Déjà, il y avait quelque chose de répugnant à épier tous les jours ce que son voisin avait à manger dans sa boîte repas, sans parler de ceux qui ne trouvaient rien de plus intéressant à faire qu'à inventer un surnom et à faire passer le mot. Comme beaucoup, Copper détestait la burage. Quand il en trouvait dans un plat, il le laissait sans y toucher. Alors évidemment, imaginez que quelqu'un comme Urakawa, lui, en mangeait tous les jours, cela ne manquait pas de titiller sa curiosité, c'est vrai. Mais à l'idée que Urakawa se retrouve avec ce surnom à cause de la boîte repas qu'il apportait tous les jours de chez lui pour déjeuner, à son insu qui plus est, il le trouvait plutôt à plaindre. Il n'avait aucune envie de se joindre à Ori ou aux autres de la classe pour rire à ses dépens. Déjà que le pauvre Urakawa était la risée de la classe à longueur d'année. C'est vrai, si vous voyez la façon dont Urakawa est fagoté, vous aussi vous diriez qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit la risée de la classe. Il est de taille moyenne, mais très dégingandé, si bien qu'il a l'air de flotter dans ses vêtements trop amples. Inversement, sa casquette est toute petite et il a la porte serrée sur la tête comme un calot de soldat. De plus, il n'est vraiment pas doué en sport. Qu'il court ou lance une balle dans n'importe quelle activité physique, il est empoté comme un personnage de manga, il rate tout ce qu'il fait. En gymnastique, assez souvent, même le prof éclate de rire. À la barre fixe, il n'arrive même pas à lever le pied pour toucher la barre, alors évidemment, il n'a jamais réussi à monter dessus. Il hisse pesamment les fesses jusqu'à mi-chemin, mais retombe aussitôt car il n'arrive pas à maintenir l'impulsion. Alors il retente et retombe, pareil. Il fait vraiment pitié le pauvre gars. Quand vous voyez Urakawa agiter les pieds agrippés à la barre fixe, vous êtes pris de pitié pour lui, mais vous ne pouvez pas vous empêcher non plus de vous tenir les côtes de rire. Alors en désespoir de cause, le professeur finit par lui soulever les fesses afin qu'il enjambe la barre tant bien que mal. Si encore il excellait dans les autres matières, on ne se moquerait sans doute pas de lui à ce point. Malheureusement pour lui, ce n'est pas vraiment une flèche. En fait, il est surtout un spécialiste reconnu de la somnolence en classe. La seule matière dans laquelle même les plus gros bosseurs ne lui arrivent pas à la cheville, c'est la lecture de textes classiques chinois. Pour la lecture de textes chinois, il a de loin les meilleures notes de la classe. Il sait même lire au débeauté des textes muets, c'est-à-dire dépourvus d'annotations diacritiques. Et pourtant, son goût pour les textes anciens chinois et sa maîtrise de cette redoutable technique de lecture ne sont pas considérés par ses condisciples comme un talent, tout au plus comme un truisme plaisant mais trivial. Les nuls en anglais ou en maths sont bons en chinois, tout le monde sait cela. Toute la classe, ou presque, se moquait donc de Urakawa. Et ceux qui avaient le goût des mauvaises plaisanteries n'en rataient pas une. Voir la tête de Urakawa dans les choux semblait être un vrai bonheur pour eux. Urakawa, tu as quelque chose de collé sur la poitrine. Urakawa ne manquait pas de plonger du menton pour essayer de voir ce qu'il pouvait y avoir sur sa veste. Cela dégageait un intervalle entre sa nuque et le col de son uniforme par lequel un autre en profitait pour verser du sable. Pendant le cours de calligraphie, il suffisait qu'Urakawa se lève un court instant. À tous les coups, son pinceau avait disparu à son retour. Naïvement, Urakawa se baissait pour le chercher sous son bureau. Urakawa, que faites-vous demandait le professeur mécontent. Urakawa était bien embarrassé et tardait un peu à répondre. C'est mon pinceau qui... Eh bien, quoi donc, votre pinceau? Je ne le trouve plus. Cherchez mieux, voyons, vous l'aviez en main il y a une minute. Urakawa était donc obligé de regarder de nouveau sous son bureau, où il savait pertinemment que son pinceau n'était pas, pendant qu'une main tendue de devant ou sur le côté remettait le pinceau à sa place sur son bureau, où Urakawa le retrouvait dès qu'il se redressait. Qui lui avait fait le coup, il ne le saurait jamais. Autour de lui, tout le monde était plongé dans la calligraphie avec un zèle irréprochable. Alors, ce pinceau, Urakawa, l'avez-vous retrouvé demandait le professeur. Oui, monsieur, il était sur la table. Vous êtes décidément très étourdi, Urakawa, il faudra voir à corriger cela. Finalement, c'est lui qui se faisait chapitrer. Si tout le monde se moquait de Urakawa, ce n'était pas seulement à cause de sa mise comique ou de ses capacités scolaires médiocres. Sa démarche, ses affaires, mais aussi sa façon de rire et même sa façon de parler, tout chez lui faisait pauvre, rusto, campagnard. Ses parents étaient fabricants de tofu. Les autres élèves de la classe étaient presque tous des fils d'industriels en vue, de professeurs d'université, de médecins, d'avocats. Parmi ce beau monde, le milieu d'origine d'Urakawa ne faisait pas le poids. Il n'y avait que lui dans la classe à porter un col lavé à la maison et non pas à la blanchisserie, à avoir un mouchoir fait dans une moitié de vieil essuie-main. Si l'on parlait de baseball au stade de Jingu, Urakawa ne connaissait que les tribunes du champ extérieur.
Il n'avait jamais assisté à un match depuis les tribunes du champ intérieur, celles d'où l'on voit les joueurs de plus près. Pareil concernant le cinéma. Il ne connaissait que les cinémas de quartier, alors que les autres fréquentaient les salles les plus huppées du centre-ville. Tout juste s'il allait à Ginza 1 ou 2 fois par an, il ne connaissait presque rien, sans parler de villégiatures d'été, de stations de ski ou de sources thermales. Là, il ne pipait plus un mot. Dans ces conditions, comment s'étonner qu'il ait quelques difficultés à s'intégrer, n'est-ce pas? Car bien sûr, Urakawa ressentait douloureusement et tristement le fait d'être tenu à l'écart et de subir les mauvaises blagues des autres. Mais qu'il montre sa douleur et sa tristesse, qu'il exprime le moindre ressentiment de se voir traité ainsi, et il pouvait être sûr que les mauvaises blagues ne feraient qu'empirer. Aussi s'efforçait-il, dans la mesure du possible, de les éviter. Quoi qu'on lui fasse subir, il laissait passer, couvrant son sentiment misérable d'un sourire triste et gentil. Cela commençait à être interprété par les autres comme le fait qu'on pouvait lui faire n'importe quoi. Il ne se fâcherait jamais. Les blagues devenaient de plus en plus lourdes. L'attitude d'Urakawa ne changeait pas. Certes, il ne riait pas quand c'était vraiment méchant, mais il se contentait de regarder fixement son interlocuteur, la gorge serrée, et s'éloignait d'un air résigné. Son regard était plein de chagrin, mais jamais il n'exprimait le moindre soupçon de haine. « Je ne vous veux aucun mal, je ne cherche absolument pas à vous déranger, disaient les yeux d'Urakawa quand il regardait ses tourmenteurs. Alors pourquoi me martyrisez-vous? Pour l'amour du ciel, laissez-moi tranquille. Et ce regard dépourvu de haine mettait mal à l'aise au moins ceux qui n'étaient pas de vrais méchants. Au contraire, il arrivait à leur donner un remords inconscient de leurs mauvaises actions. De fait, certains, qui s'en étaient pris 1 ou 2 fois à lui, plus sous l'influence de certains camarades que par réelle malveillance, avaient rapidement cessé de le faire. Seul Yamaguchi et sa bande avaient persisté à lui tourner autour et à inventer de nouvelles farces cruelles. C'est dans ce contexte que s'était produite l'affaire à l'automne dernier. En novembre, une réunion de classe avait été décidée pour organiser le déroulement de la fête de l'école. Le délégué de classe avait préparé le programme de la réunion dans ses grandes lignes. Après le mot d'ouverture, il faudrait traiter des postes suivants dans l'ordre: discours, lecture, public, concert, avant de passer à questions diverses, boissons et petits fours, et enfin clôture. Pendant le cours du professeur principal, M. Okawa, la leçon fut donc interrompue pour procéder à l'élection des organisateurs. Le professeur distribua les bulletins de vote, demanda à Kawase, le chef de classe, de ramasser tous les bulletins à l'issue du vote, puis quitta la classe en disant qu'il avait quelque chose à faire. Il ne manqua pas de recommander à tous de rester tranquilles pour ne pas déranger les classes voisines qui étaient certainement en cours. Chacun commença à réfléchir à qui pourrait prononcer un discours le jour de la fête. Cooper, comme ses camarades, resta un moment crayon en main. C'est alors qu'un télégramme se mit à circuler. Un télégramme, c'est un message sur un morceau de papier que l'on fait circuler discrètement sous les tables pendant un cours. Et comme en l'occurrence le professeur était absent, le télégramme n'avait même pas besoin de circuler sous les tables. Le message passait au vu de tous et disait « On n'a qu'à voter Abrahage pour le discours ». Le message n'était pas signé, mais il ne faisait pas de doute qu'il émanait d'un des membres de la bande à Yamaguchi. Obliger Urakawa à monter sur l'estrade pour lire un discours, c'était se donner l'occasion de rire et de se moquer de lui devant toute l'école. Après avoir jeté un coup d'œil sur le message, Cooper le transmit à son voisin, sans avoir aucunement l'intention de se conformer à la suggestion. Le morceau de papier passa ainsi de table en table. Cooper était toujours immobile devant son bulletin de vote et hésitait encore sur le nom qu'il voulait inscrire, quand soudain il lui vint à l'idée que le morceau de papier de tout à l'heure allait finir par passer par Urakawa lui-même, et celui-ci évidemment serait blessé quand il découvrirait qu'on lui donnait le surnom d'Aburahage. Mais bien sûr, c'est exactement ce qu'il cherche. Yamaguchi et compagnie veulent le voir se décomposer quand il comprendra. C'est son humiliation qu'il cherche. Cela lui était venu tout à coup, alors il releva la tête et chercha des yeux où était à présent le télégramme. Il l'aperçut qui se baladait à quelques places de Urakawa, avant d'arriver dans ses mains quelques instants plus tard. Cooper était dans le fond, et il ne pouvait voir le visage de Urakawa, mais il le vit hocher légèrement la tête, d'un air de ne pas comprendre de quoi il s'agissait. Yamaguchi, son voisin, se retourna alors vers ses copains du fond de la classe et les regarda avec une grimace en tirant la langue. Urakawa, sans comprendre, passa le télégramme à son voisin de derrière. Nouvelle grimace de Yamaguchi. Quand le télégramme eut fait le tour complet de la classe, il arriva entre les mains de Yamaguchi qui joua les andouilles et lut à haute voix le message.
On n'a qu'à voter Abrahage pour le discours. Mais c'est qui Abrahage? De petits rires s'élevèrent de ci de là. Yamaguchi paradait. Non mais c'est qui? Dit Urakawa. Tu as une idée toi? Urakawa paraissait clairement gêné. Il se tourna déconcerté vers Yamaguchi et répondit. Je n'en sais rien. Les copains de Yamaguchi éclatèrent de rire, suivis par quelques autres, en entendant une bonne partie de la classe rire à ce qu'il venait de dire. Urakawa changea de couleur, comme s'il venait de comprendre. Le commerce de ses parents, sa boîte repas quotidienne, évidemment, Abrahage c'était lui. Il se mit à rougir à vue d'œil jusqu'aux oreilles, même Copper put le voir. À cet instant précis, il y eut un bruit de chaise. C'était Kitami, alias Gatchin, qui s'était levé. Yamaguchi, tu n'es qu'un lâche, cria-t-il, débordant de colère. Ça te va bien de t'en prendre au plus faible que toi. Yamaguchi regarda Kitami du coin de l'œil et émit un ricanement, le montant en avant. Kitami, comme s'il ne pouvait plus se retenir, quitta sa place et vint à grands pas sur lui. Arrête de faire semblant, c'est toi qui as inventé ce surnom, je le sais. Ah ouais? Moi? Je ne sais même pas. Alors c'est quoi tes grimaces et tes façons de tirer la langue tout à l'heure? Occupe-toi de tes affaires. Il n'avait pas fini sa phrase que Kitami lui envoyait une gifle. Yamaguchi pâlit et lui lança un regard haineux avant de cracher sur lui. Il atteignit Kitami en pleine figure. Ah, c'est comme ça. Le bulldog sauta violemment sur Yamaguchi. Les deux garçons tombèrent l'un sur l'autre entre les tables et les chaises renversées. Yamaguchi était sur le dos, écrasé par Kitami qui le chevauchait, car il avait beau être plus grand, pour la force physique, il ne faisait pas le poids. Il se débattit et essaya de le repousser, en vain, et se prit rapidement une volée de coups. Kitami le maintenait au collet et le secouait de haut en bas. À chaque aller-retour, la tête de Yamaguchi cognait contre le plancher. Copper s'était levé et dressé sur la pointe des pieds pour mieux voir. Malheureusement, l'instant suivant, toute la classe était debout. Tout le monde se précipita pour faire cercle autour des deux adversaires. Copper aussi, sauf que la haie humaine l'empêchait de voir. Lorsqu'il réussit à jouer des coudes et à se faufiler pour se rapprocher, il fut saisi par le spectacle de Yamaguchi sur le dos dans l'espace étroit entre deux tables, toujours maintenu à terre par Kitami et portant sur lui un regard de haine terrible. Kitami pesait sur lui de tout son poids, mais Urakawa était maintenant dans son dos et le tenait à bras le corps. Kitami, laisse tomber, ce n'est pas la peine, laisse. Kitami était prêt à continuer de frapper Yamaguchi, mais Urakawa, au bord des larmes, l'en empêchait de toutes ses forces. Je t'en supplie, laisse-le. Kawase, le chef de classe, essayait lui aussi de calmer Kitami, qui retournait à Yamaguchi son regard haineux sans rien dire, la respiration rauque. C'est alors que la voix du professeur se fit entendre. Mais que se passe-t-il ici? Toute la classe fit silence et se regarda. Tout le monde à sa place! Chacun regagna son bureau. Kitami relâcha Yamaguchi et se leva. Il saignait d'une main. Même maintenu à terre, Yamaguchi lui avait planté ses ongles dedans de toutes ses forces. Il retourna à sa place dans un état de colère noire. Monsieur Okawa reprit la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Je croyais pourtant vous avoir averti. Il suffit que je m'absente quelques minutes pour que vous chahutiez. Est-ce cela que nous appelons de dignes et braves élèves d'enseignement secondaire, messieurs? Je ne comprends pas qu'un tel tumulte se produise alors que les autres classes sont en cours pendant ce temps-là. Je suis extrêmement déçu par votre attitude. Puis il regarda alternativement Yamaguchi et Kitami. La violence physique n'est pas un procédé admis entre individus humains. Pourquoi vous battiez-vous? Mais aucun des deux ne répondit. Eh bien, vous me raconterez cela plus tard. Alors dites-moi, lequel des deux a commencé? Sur ce point, j'exige une réponse. C'est moi, répondit Kitami sans hésitation. Vraiment? Kitami, c'est vous qui avez commencé cette bagarre. N'y avait-il pas moyen de vous expliquer verbalement? Je ne crois pas. Qu'a-t-il bien pu se passer pour vous faire perdre patience? Je ne veux pas croire que vous en soyez venu aux mains sans raison. Parlez donc, voyons, pourquoi avoir recouru à la violence? Kitami ne répondait plus à aucune question. Je vous prie de me répondre, ne cachez rien. Vous êtes quand même responsable d'avoir provoqué cette bazar et causé ce tumulte. Vous êtes encore jeune. Votre éducation n'est pas achevée. Si vraiment quelque chose vous a mis en colère au point de ne pas pouvoir vous contenir, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Si une raison acceptable existe, il conviendra de faire un peu plus attention dans l'avenir, mais cela n'ira pas plus loin pour cette fois. Alors, vous pouvez m'expliquer sincèrement. Mais Kitami restait muet, les yeux baissés. Copper ne comprenait pas pourquoi il ne disait rien. S'il expliquait les choses telles qu'elles s'étaient passées, la lâcheté de Yamaguchi et des autres apparaîtrait en pleine lumière, et il éviterait de se faire punir, pensait-il. Vous ne pouvez pas le dire, c'est ça? Je vois. Eh bien, monsieur Kawase, alors vous allez me raconter ce que vous avez vu.
Mais la cloche sonna la fin de l'heure exactement à ce moment-là. Le professeur demanda à Yamaguchi, Kitami et Kawase de rester et aux autres de sortir. Une fois sur les terrains de sport, Cooper se demandait comment l'interrogatoire du professeur allait se terminer. Il passa l'heure à parler avec Mizutani sous le Polonia près de la sortie, espérant voir apparaître les trois autres. En fait, ils ne sortirent que quelques instants avant le début de l'heure suivante. Kawase apparut en premier, l'air grave. Tous l'entourèrent aussitôt et lui demandèrent ce que le professeur avait décidé. Le second à sortir fut Yamaguchi. Ses 4 ou 5 amis les plus proches le rejoignirent en courant et échangèrent quelques mots à voix basse avec lui. Puis ils s'éloignèrent en entourant Yamaguchi qui semblait toujours hargneux. Kitami sortit en dernier, visage détendu, en sifflotant. Cooper en fut soulagé. Les remontrances du professeur n'avaient peut-être pas été trop sévères. Urakawa le rejoignit le premier et lui demanda quelque chose d'un air inquiet. Et sans doute Kitami lui répondit-il qu'il n'avait plus de soucis à se faire, car quand il releva la tête et se tourna vers les autres, il avait le sourire. Aussi loin que Cooper se souvienne, il n'avait jamais vu Urakawa d'aussi joyeuse humeur. Kawase leur avait déjà dit qu'il avait raconté exactement ce qu'il avait vu, que le professeur avait bien compris la situation et que Yamaguchi s'était sacrément fait remonter les bretelles. Kitami, de son côté, avait écopé d'un avertissement, mais les reproches du prof étaient restés somme toute très modérés. Ce jour-là, après la classe, Cooper rentra avec Kitami. Il lui demanda pourquoi il n'avait pas raconté sa version des faits quand le professeur le lui avait demandé. « Parce que cafarder, c'est pas mon genre », lui répondit Kitami en se passant la main avec un pansement sur le visage. En arrivant à la station de tramway, Cooper se tourna vers lui et lui dit « Dimanche prochain, ça te dirait de venir chez moi ? Il y aura Mizutani aussi. » Le cahier de l'oncle sur la réalité de l'expérience. Cher Cooper, moi aussi j'ai trouvé l'affaire Aburage que tu m'as racontée hier absolument passionnante. Tu as éprouvé un élan de compassion pour Urakawa et tu as envie de soutenir Kitami. Rien que de très naturel, pourrait-on dire, mais cela ne me rend pas moins heureux. Imagine par exemple que tu aies été un ami de Yamaguchi et que tu l'aies accompagné dans sa retraite dans un coin du terrain de sport quand il est sorti de la salle de classe après s'être fait sérieusement réprimander par le professeur. Ta mère et moi serions assez déçus. Ta mère, tout comme moi, même, espérons de tout notre cœur que tu deviendras un adulte droit et ferme. C'était également le dernier désir de ton père avant sa mort. C'est pourquoi, comment dirais-je, cela me rassure que tu détestes spontanément les comportements ignobles et grossiers, que tu aies du respect pour un esprit ferme et droit. Cela me soulage de l'entendre. Je ne t'ai encore jamais parlé, mais il se trouve que 3 jours avant sa mort, ton père m'a fait venir à son chevet et m'a demandé de prendre soin de toi. Il m'a dit les espoirs qu'il mettait en toi. Je transcris ici ces paroles même. Je voudrais qu'il devienne quelqu'un de bien en tant qu'être humain. Ces paroles de ton père, garde-les quelque part au plus profond de toi, qu'elles s'enquistent dans ta chair. Moi non plus, je n'oublierai jamais ce que ton père m'a dit ce jour-là. Si j'écris ces réflexions dans ce cahier, c'est en pensant qu'un jour tu les liras, mais c'est aussi pour répondre aux souhaits de ton père. J'ai remarqué que depuis quelque temps, tu te poses parfois des questions sur la vie ou sur ce que signifie devenir un homme. C'est pourquoi je pense qu'il est vraiment important de parler sérieusement de ces sujets avec toi, et non pas comme s'il s'agissait de choses qu'on peut traiter par-dessus la jambe. Car on ne peut pas devenir un homme bien sans avoir des idées claires et nettes sur ces questions. Cela dit, personne ne t'enseignera la vie en une phrase. Le monde, c'est ceci, pour vivre en humain en ce monde, il faut faire ceci et cela. Plus exactement, même s'il existait une personne capable de t'expliquer la vie en une phrase, le monde n'est pas une chose qui se comprend d'un seul coup englobant une phrase toute faite. L'anglais, l'algèbre ou la géométrie, éventuellement, je pourrais te l'enseigner. Mais la signification profonde du fait que les humains se regroupent pour vivre ensemble, bâtissent une société tout en portant chacun individuellement le poids de leur vie, la valeur de cette réalité-là, je ne peux pas te l'enseigner. C'est toi et toi seul, en grandissant peu à peu et d'ailleurs même encore quand tu seras adulte, qui dois le trouver par toi-même. Tu sais que l'eau est composée d'oxygène et d'hydrogène, n'est-ce pas? Une partie d'oxygène pour 2 parties d'hydrogène. Ça aussi tu le sais. Cela, des mots existent pour le dire clairement, et tu peux en reconnaître le degré de vérité en assistant à une expérience. En revanche, si tu veux connaître le goût de l'eau fraîche, la seule solution est que tu la goûtes toi-même. Quelqu'un pourrait passer des heures à te la décrire, cela ne t'expliquerait rien. Il faut avoir soi-même bu de l'eau pour en connaître le goût.
De la même façon, les aveugles de naissance ne comprendront jamais ce qu'est la couleur rouge, quelles que soient tes explications pour le leur faire comprendre. Pour cela, il faut avoir des yeux et voir le rouge. Alors du premier coup d'œil, on comprend ce que c'est. Énormément de choses dans la vie fonctionnent comme cela. Par exemple, qu'y a-t-il d'intéressant dans la peinture, la sculpture ou la musique? Il faut y avoir goûté au moins une fois pour le discerner. Les gens qui n'ont jamais été mis en contact avec le grand art ne pourront jamais le comprendre, les explications ne suffisent pas. Il ne suffit pas d'avoir des yeux et des oreilles en état de fonctionnement, il faut que les yeux du cœur, les oreilles du cœur soient ouverts pour pouvoir les apprécier. Et encore, c'est bien beau d'avoir ouvert les yeux et les oreilles du cœur, encore faut-il avoir l'opportunité de voir et d'entendre des œuvres de qualité pour être réellement touché au fond de soi. De la même façon, que signifie véritablement vivre pleinement en tant qu'être humain en ce monde? Ce n'est qu'une fois que tu auras vécu une vie digne d'un humain au sens plein du terme, que tu l'auras ressenti pleinement dans ton cœur, que tu pourras le comprendre. Tu pourrais aller trouver l'homme le plus savant du monde, il ne te l'expliquera pas à ta place, parce qu'il en serait incapable. Bien sûr, de nombreux philosophes ou bons illustres ont laissé des paroles d'une grande profondeur et d'une grande sagesse à ce propos. Aujourd'hui même, d'ailleurs, des écrivains de talent, de vrais penseurs, y réfléchissent avec ténacité. Ils infusent leurs pensées dans leurs œuvres, leurs romans ou leurs essais. Même sans aller jusqu'à parler des enseignements des hommes de religion, on trouve dans les œuvres des grands écrivains une véritable sagesse. C'est pourquoi je te recommande de lire beaucoup de livres de valeur, de façon à acquérir la sagesse de gens vraiment admirables. N'empêche qu'en dernier ressort, celui qui détient la clé, Cooper, c'est toi et personne d'autre. Il n'y a que toi pour vivre, voir, sentir et finalement, à partir de ce que tu auras vécu, vu et senti, accéder à la compréhension et à la vérité de ces paroles des grands personnages. Ce n'est pas comme les mathématiques ou la science où il suffit de lire quelque chose pour le savoir. Ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi l'essentiel, à mon avis, est de toujours partir de ce que tu auras ressenti, de ce qui aura fait palpiter une sensation de vérité en toi. Dès que tu ressens quelque chose jusqu'au fond de tes tripes, que tu penses quelque chose jusqu'au fond de ton cœur, surtout, ne triche pas avec toi-même. En toutes circonstances, quel que soit le contexte, demande-toi ce qui t'a donné cette émotion, à quel moment ta conviction a été emportée, et tu t'apercevras qu'une émotion que tu as ressentie à un moment dans un cas particulier, qui ne se reproduira peut-être jamais, prend un sens qui dépasse le cas spécifique de ce cas particulier. Eh bien, c'est là. Là se trouve ta véritable pensée, la véritable pensée. Pour le dire avec des mots plus compliqués, pars toujours de ta propre expérience et réfléchis avec une absolue sincérité. Ça, Cooper, c'est capital. Si tu triches avec toi-même, tu auras beau penser à des choses grandioses et impressionnantes, tu auras beau les affirmer avec force, ce ne seront que des mensonges. Ta mère et moi, comme ton père, n'avons qu'un désir, que tu deviennes quelqu'un de bien, que tu aies des idées claires et belles concernant la société, concernant la vie, et que tu mènes une vie claire et belle en accord avec ces idées, et notre vœu sera exaucé. Voilà pourquoi je te le répète, je voudrais que tu rumines bien ce que je suis en train de te dire avant de l'avaler et d'en faire ton miel. Mais quand je dis que nous souhaitons que tu deviennes quelqu'un de bien, cela ne veut pas seulement dire que tu aies de bonnes notes, que tu sois bien élevé, que tes professeurs comme tes camarades te considèrent comme un collégien irréprochable, ni qu'une fois devenu adulte, personne ne dise du mal de toi, que la société n'ait rien à te reprocher. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Bien sûr, tant qu'à faire, je préférerais que tu aies de bonnes notes à l'école et je serais embêté que tu te montres insolent et mal élevé. Et quand tu seras dans la vie active, j'espère bien que personne ne te montrera du doigt. Mais là n'est pas l'essentiel. Avant ça, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Depuis l'école primaire, en cours de morale, tu as déjà appris tant de choses, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'un être humain doit respecter et protéger. Ça, tu le sais déjà, et bien plus. Tu as déjà acquis beaucoup de principes, certes, tous ces principes te seront utiles. Il ne s'agit pas de les rejeter, comme te l'enseignent les leçons de morale. Un individu modèle en tout point, honnête, travailleur, courageux, fidèle à sa mission, respectueux du bien du public, sera digne du respect de tous et sera sans nul doute effectivement respecté. Mais le problème auquel tu dois réfléchir va au-delà de cela. Si tu te contentes de faire quelque chose parce qu'on t'a dit que c'était bien ou parce que c'est cela que la société reconnaît comme un critère pour mesurer la valeur d'un individu,
Bref, si tu te contentes de faire comme on t'a dit de faire, écoute-moi bien, Copper, jamais tu ne deviendras un être pleinement humain. Tant que tu étais un enfant, cela suffisait peut-être, mais tu arrives à un âge où ce n'est plus le cas. L'important n'est pas comment te voit la société, ni comment te voient les autres, c'est que tu saches par toi-même ce qui fait la valeur d'un individu, que tu le saches intimement. Alors tu sentiras au fond de ton cœur se lever la volonté de devenir toi-même cet homme de valeur, et quand tu devras juger du bien ou du mal, que quelque chose de bien est bien, que quelque chose de mauvais est mauvais, il te faudra le mettre en cohérence avec les sentiments que spontanément tu auras sentis sourdre de ton cœur, et t'y tenir fermement verrouillé. Comme dit ton ami Kitami, vous pouvez dire ce que vous voulez. Sinon, quand bien même tu serais tout à fait désireux de devenir une personne de valeur, tout comme ta mère et moi le disons aussi, tu ne réussiras au mieux qu'à donner l'apparence d'être quelqu'un de bien, ce qui est très différent de l'être vraiment. Le monde ne manque pas d'individus dont l'ambition s'arrête à devenir des gens bien aux yeux des autres, et qui s'y entendent à jouer les gens bien. Ceux-là s'inquiètent uniquement de la façon dont ils sont perçus par les autres, mais ils négligent ce qu'ils sont véritablement, ce qu'ils sont en eux-mêmes. Et je ne veux pas que tu deviennes comme ces gens-là. C'est pourquoi, Copper, je te le répète, écoute les mouvements de ton propre cœur, ce que tu ressens au plus profond de toi, réfléchis bien à ce qu'ils te disent pour ne jamais l'oublier. Ce que j'ai écrit aujourd'hui est peut-être encore un peu difficile pour toi, mais en fait, pour le dire plus simplement, il faut toujours rester à l'écoute de la vraie voix de ton cœur tout en accumulant les expériences. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et tiens, regarde l'affaire Aburage. Qu'est-ce qui t'a tellement ému dans cette histoire? Pourquoi l'indignation de Kitami t'a-t-elle autant touché? Pourquoi étais-tu si remué par le fait que Kurakawa veuille retenir Kitami de frapper Yamaguchi? Déjà, tu m'as dit que tu trouvais que Kurakawa aurait dû faire preuve d'un peu plus de courage. Et c'est ce que je pense aussi, il faut le dire. Si Urakawa avait montré un peu plus de fermeté, on ne se serait pas moqué de lui à ce point. Mais si on se met à la place d'Urakawa, il aurait fallu qu'il soit un véritable héros pour réussir à tenir à distance la bande de Yamaguchi à lui tout seul. Et on ne peut évidemment pas lui reprocher de ne pas être un héros. Les gens comme Urakawa ont droit à une certaine indulgence de notre part. Le fait qu'il ait demandé à Kitami de laisser son tourmenteur tranquille est là la preuve d'un bon fond.